je me présente. Bonjour, Monsieur le doyen, Jean-François Barsoum, bonjour. Et les gens de la communauté universitaire, je me présente, Gaston Derry, je suis chez Roche, firme d'ingénieurs. Je suis vice-président de développement durable et nous, on est extrêmement fiers d'être les partenaires de la Faculté des sciences et du génie pour son 75e anniversaire, partenaire des grandes conférences en développement durable. Vous savez, on est vraiment privilégié aujourd'hui parce que le conférencier qu'on a est une sommité dans son domaine. En effet, M. Jean-François Barsoum fait partie des gens qui sont des sommités dans leur domaine. Puis je pense aussi, je vais vous faire une révélation, je pense qu'il y a une tradition familiale chez IBM. Jean-François me disait que son grand-père, qui était en Égypte, était un consultant en informatique, puis le principal de son client était IBM. Et aussi son père, Khalil Barsoum, a été un homme qui a eu un impact mondial dans son champ d'activité et qui a fait notamment de IBM ce que c'est aujourd'hui. Alors, Jean-François présente lui aussi une feuille de route qui est tout à fait marquante. Il est actuellement consultant délégué principal environnement et innovation chez IBM. Puis quand on m'a demandé de le présenter, j'ai regardé un peu sa feuille de route, puis là, je vous avouerai que j'ai été vraiment impressionné. D'abord, il a mis en place des stratégies dans des entreprises puis dans des organisations de toutes sortes dans toutes sortes de secteurs, les associations professionnelles, les compagnies pharmaceutiques, etc. Puis il a été aussi conférencier principal dans des rencontres qui ont pour thème l'innovation et la responsabilité organisationnelle. Et il a fait ces conférences-là, croyez-le ou non, sur les 4 continents. Il a fait la promotion d'un programme écologique et de responsabilité organisationnelle pour des clients et pour IBM. Et il a fait ça pendant 10 ans. Puis, croyez-le ou non, il a été choisi par le projet climatique de M. Al Gore. Et il est un des rares Canadiens qui a reçu la formation de M. Gore, qui, comme vous le savez, est prix Nobel de la paix. Et il a été autorisé à présenter le contenu du film Une vérité qui dérange ou An Inconvenient Truth à l'échelle internationale. Et je crois qu'il fait beaucoup de présentations du film de M. Gore, qu'il connaît évidemment personnellement. Il est membre du comité directeur de la Fondation David Suzuki et membre du conseil d'administration du Réseau canadien de l'eau. Puis il dirige aussi la communauté verte de IBM qui compte plus de 1000 membres dans le monde et qui guide les groupes conseils en responsabilité organisationnelle puis en développement durable. Puis aujourd'hui, Jean-François va nous parler et il va partager avec nous sa réflexion sur un des grands termes qui est un défi de demain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un défi aussi pour la Ville de Québec parce qu'on a des éco-cités sur notre planche à dessin. Alors, il va nous partager sa vision, comment les technologies vont transformer les villes en communautés réellement durables. Alors, Jean-François, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous dire d'abord que la tradition familiale, mon grand-père, dans le temps de mon grand-père et mon père, des barbus avec des cheveux longs à IBM, il n'y en avait pas beaucoup. C'est nouveau pour cette génération. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler un peu des enjeux environnementaux, mais vraiment à haut niveau. Je n'ai pas le bénéfice d'avoir eu une formation en génie. Je vais vous présenter quelqu'un plus tard dans la présentation non plus qui n'a pas eu. Mais un peu pour faire le sommaire des grands problèmes environnementaux, moi j'aime les ramener à 3 sujets. Il y a vraiment l'eau, la production énergétique et les gaz à effet de serre. Et ce sont 3 domaines de problèmes qui sont intimement reliés. Entre l'eau et la production énergétique, évidemment, au Québec, on n'a pas besoin d'aller voir très loin. La plupart de notre production énergétique est faite avec de l'eau, mais pour le reste de l'Amérique du Nord, il y a la moitié de l'eau de surface de l'Amérique du Nord qui passe par la production énergétique, que ce soit pour refroidir une centrale nucléaire ou une centrale au charbon, ou pour l'hydroélectricité. Donc, l'eau et l'énergie, c'est vraiment deux secteurs qui se croisent très souvent. Ensuite, il y a évidemment les transports, entre les transports et l'énergie ou les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, au Québec, ça vient surtout des transports,
Donc, il y a certainement un lien entre les transports, les gaz à effet de serre, et entre les gaz à effet de serre et la production énergétique, évidemment, il y a tout un lien. Donc, c'est trois domaines qui sont très reliés et je vais repasser dans un instant. Vous allez voir pourquoi ces trois domaines-là sont aussi importants pour les villes intelligentes. Alors, pendant ce temps-là que nous avons des problèmes d'ordre environnemental, nous avons aussi des tendances sociales et technologiques qui sont très importantes. Alors, je vais les passer rapidement. D'abord, la tendance sociale, la plus grande, à mon avis, est l'urbanisation de la planète. Je ne sais pas ce que vous faisiez le 23 mai 2007. C'était peut-être une longue fin de semaine ici, alors ça vous donne une idée. Mais le 23 mai 2007, c'est la date à laquelle on pense que la majorité de la population de la Terre habitait dans des villes, depuis cette date-là. Avant ça, nous étions une planète qui était moins urbaine, plus rurale, et maintenant nous sommes une planète finalement de villes. Et ça, c'est une tendance lourde qui s'accentue depuis plusieurs années et qui est très importante à garder en tête. Donc, les villes gagnent en importance. Et ces villes-là ont des problèmes grandissants. Ces photos sont tirées de villes que vous connaissez bien, qui ne sont peut-être pas Québec, mais qui ne sont pas très loin. Mais vous voyez qu'il y a toutes sortes de problèmes. Alors que ce soit avec l'infrastructure d'aqueduc, que ce soit avec les transports, l'engorgement, je vais en parler un peu plus tard, et même l'énergie. Maintenant, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler de production énergétique. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'eau et les transports dans le contexte des villes intelligentes. Et vous voyez que ces trois domaines, donc, l'eau, les transports et l'énergie, se recoupent très bien avec ces trois problèmes environnementaux que j'ai décrits un peu plus tôt. Donc, il y a vraiment un rapport entre les grands problèmes environnementaux et les grands problèmes des villes. Ce sont vraiment dans les trois mêmes domaines. Donc, la ville représente, disons, une échelle intéressante pour adresser ces problèmes environnementaux. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Maintenant, les tendances technologiques ou la tendance technologique, finalement, c'est l'informatisation d'un peu tout. Et l'exemple que j'aime donner, c'est qu'une brosse à dents a à peu près 12 à 15 000 lignes de code, une brosse à dents électrique, évidemment. Alors, on retrouve de l'informatique partout, absolument partout, et notre monde devient instrumenté parce que ces puces-là ne coûtent plus grand-chose. C'est vraiment, c'est des sommes vraiment très petites. Donc, on peut se permettre de mettre de l'informatique un peu partout et d'aller chercher des données. On sait aussi qu'avec la venue de l'Internet, tous ces points de collecte de données peuvent se connecter par des réseaux, ce qui est très important. On n'a pas besoin d'aller chercher les données un peu partout. Elles viennent à nous. Mais la création de ces montagnes de données, évidemment, mène à la nécessité de les analyser. Alors, ça ne sert à rien de créer beaucoup de données si on ne va pas aller fouiller dans ces données pour en créer de l'intelligence et de l'action. Donc, ces trois tendances technologiques-là, encore une fois, de base, mais très importantes, se rajoutent à la tendance sociale de l'urbanisation et aux problèmes environnementaux que j'ai décrits un peu plus tôt pour vous créer un peu le contexte des villes intelligentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une ville intelligente? Les gens ont vraiment plusieurs idées, plusieurs concepts. Ça veut dire quoi, une ville intelligente? Il y a des gens qui pensent que c'est un peu le modèle centre de contrôle de la NASA ou encore Star Trek. Il y a des écrans un peu partout. On peut voir ce qui se passe partout dans la ville. Alors ça, c'est une idée qui vient en tête. Une deuxième idée qui est la notion d'une nouvelle ville qui est plus vivable, plus accessible, plus conviviale. Alors, c'est un deuxième modèle de ville intelligente. Il y en a un troisième qui est représenté en bas à gauche par la ville branchée. Donc, tout le monde est branché tout le temps, sans fil, à tout ce qui se passe dans la ville. Et le dernier modèle que j'ai mis sur la planche, c'est le modèle de Masdar. Maintenant, Masdar, pour ceux qui ne connaissent pas, est une ville qui est en train d'être construite à zéro dans le Moyen-Orient. Et l'idée, c'est de créer une ville à production carbone net zéro. Donc, aucune empreinte
carbone, si possible, net zéro, recyclage d'eau. C'est une ville qui n'aura aucun transport personnel, donc pas de voiture. Il n'y aura que des taxis sur monorail télécommandés, sans chauffeur. Il y a toutes sortes d'inventions et d'architecture intéressantes pour créer finalement une ville qui n'aura aucune empreinte. Et c'est vraiment paradoxal, je trouve, que ça se trouve au Moyen-Orient, justement, le royaume du pétrole. Mais on voit que leur argent, donc, sert à investir dans des concepts de prochaine génération. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? Bien, on va explorer un peu ces concepts et ce que je vais faire, c'est passer par des exemples pour voir ce que ça pourrait donner. D'abord, dans les transports. Les transports, nous savons que la congestion routière coûte très cher. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui nous disent que la congestion coûte entre 1 et 3 du produit intérieur brut des villes. Donc, c'est très, très important. Pour une ville comme Montréal, on parle de jusqu'à 3 milliards de dollars par année de coûts aux citoyens, aux entreprises de la ville. Donc, c'est très important d'essayer d'adresser ce problème-là. Le problème, évidemment, c'est que cette congestion coûte des emplois. Alors, on sait que si on peut réduire la congestion d'à peu près 10 il y a une augmentation des emplois d'à peu près 3 Donc, la croissance des emplois augmente de 3 plus rapidement, ce qui est quand même très significatif. À 50 de réduction de la congestion, on a donc 15 d'augmentation du rythme de l'emploi. Donc, pour les gouvernements, pour les citoyens, pour tout le monde en général, c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est que pour réduire la congestion, historiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté de l'infrastructure. Rajouter de l'infrastructure pour accommoder la congestion, c'est une solution qui fonctionne, mais seulement à court terme et quelquefois à moyen terme. Vous rajoutez une route, une voie, un pont. D'ici quelques années, cette route, cette voie, ce pont vont être congestionnés aussi. Les gens vont se déplacer, être un peu plus loin pour pouvoir utiliser ce pont-là. Donc, et ensuite, il faut l'entretenir, ce pont-là. Il coûte assez cher. Donc, étendre nos capacités, étendre l'infrastructure, l'agrandir peut coûter très cher. Vous voyez des exemples en bas sur la Chine qui va avoir plus de 220 villes au-dessus d'1 million de personnes. C'est beaucoup de villes avec beaucoup de monde. Eux vont devoir dépenser plus de 35 000 milliards de dollars en infrastructure pour ces villes. Donc, ça coûte très, très cher. En Inde, qui va avoir des investissements en infrastructure aussi très importants, on a déjà des problèmes de congestion. Il y a des gens qui passent jusqu'à 5 heures de chaque journée dans leur voiture pour aller ou revenir du bureau. Donc, ce sont des problèmes très significatifs et qu'il faudra régler non seulement pour ces pays-là, mais aussi pour le nôtre. IBM mène une étude chaque année, nous le faisons depuis 4 ans maintenant, sur la pénibilité des trajets quotidiens. En anglais, donc, on dit « commuter pain ». Alors, que ressentez-vous comme impact sur vos trajets quotidiens pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour aller au travail? Et on demande un avis, pas seulement objectif sur le nombre de minutes que vous passez dans la voiture, mais quel est l'impact sur votre santé, sur votre temps pour dormir, pour vous reposer, pour passer avec votre famille? Est-ce que vous voyez beaucoup d'exemples de rage au volant? Est-ce que ça a un impact sur votre performance au bureau, le fait qu'il y ait beaucoup de trafic? Et on compare 20 villes. Et vous voyez sur les 20 villes, donc il y en a qui ont un impact. Le stress est très élevé. Des villes comme Mexico, comme Shenzhen. Et vous voyez en bas de la liste, il y a Montréal qui a donc apparemment les trajets quotidiens les plus faciles des 20 villes. Alors, quand j'ai présenté ces résultats aux médias l'été dernier, les journalistes m'ont dit, mais ça n'a pas d'allure. Mais Montréal, c'est l'enfer. Je dis, bien écoutez, on est quand même à 2 points de Londres, qui n'est pas nécessairement une petite ville où les trajets quotidiens ne sont pas nécessairement faciles. Alors oui, c'est le score, disons, le moins négatif sur ces 20 villes-là, mais on ne se compare pas à des enfants de cœur ici non plus. Ce sont des villes où les trajets quotidiens sont assez complexes. Et il ne faut pas oublier que ça peut changer très rapidement. Alors, on a fait une étude parallèle, on a posé les mêmes questions aux gens de Québec. Imaginez-vous que la pénibilité des trajets quotidiens à Québec est pire qu'à Montréal. Donc, la perception des gens est que le trafic est pire à Québec, l'impact est plus grand à Québec qu'il est à Montréal.
Moi, je viens de Montréal, alors je trouve ça un peu rigolo. Mais pour les gens de Québec, c'est compréhensible parce qu'on a vu quand même des grands changements au cours des dernières années. Et ce qui importe, c'est vraiment ces changements-là, la direction du changement. Quand les choses s'empirent, les gens ressentent le stress beaucoup plus rapidement que si la situation est difficile, mais qu'elle est stable sur une longue période. Maintenant, à Montréal, on va avoir quelques chantiers au cours des quelques prochaines années, un nouveau pont, un nouvel échangeur, une autoroute qui s'en va, et je pense que le stress risque d'augmenter beaucoup, donc la pénibilité des trajets quotidiens. Ce qu'il faut faire, c'est agir en amont de ces problèmes-là pour rendre les transports plus intelligents, pour nous permettre d'affronter ces problèmes. Et ça veut dire donc des actions, par exemple, au niveau du transport collectif. Alors, je vais vous donner deux exemples ici que nous avons un du côté de la Chine, l'autre, il y a 4 villes autour du monde, dont une en Turquie, une aux États-Unis. La première chose, c'est le calcul origine-destination en temps réel. Maintenant, des enquêtes origine-destination se font d'habitude chaque quelques années. Statistique Canada en fait une à peu près aux 3 à 5 ans. L'AMT, par exemple, en fait une dans la région de Montréal chaque quelques années. C'est un portrait qui demande un certain nombre de personnes sur une échelle de quelques semaines. D'où partez-vous pour aller où et par où passez-vous pour y aller? Et ça nous donne un portrait des déplacements. Ça nous donne une idée qu'il y a des gens qui se déplacent de la couronne nord vers le centre, de la banlieue ouest vers le centre, à quelle heure, dans quel quartier ils passent. Et on utilise ces données-là beaucoup pour la planification à long terme. Évidemment, c'est un portrait. Alors, si on a une idée sur ce mois-là, d'habitude, ça se fait au mois de septembre, souvent, on a ce portrait-là, mais sur 5 ans, ça peut changer. Les saisons ont un impact. Il peut y avoir des événements spéciaux, il peut y avoir des tempêtes de neige. Alors, comment est-ce que ça a un impact sur les déplacements des gens? On a une moins bonne compréhension de ces changements-là parce qu'on a seulement ce portrait aux 5 ans. Alors, à Beijing ou à Pékin, ce que nous avons fait, c'est qu'on fait cette enquête-là, mais en temps réel. On utilise les signaux des téléphones cellulaires et on les suit. Alors, on n'a pas le nom de la personne, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas exactement ils sont où, mais on sait qu'il y a des téléphones cellulaires qui se déplacent de telle région vers telle région de la ville, à peu près à telle heure en passant à tels endroits, et ça nous donne donc cette information en temps réel. Éventuellement, la ville pourra dire coudonc, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il y a beaucoup de monde qui se déplace par ici aujourd'hui. C'est différent d'hier. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé? Est-ce qu'on doit changer le nombre de voies prioritaires? Est-ce qu'on doit changer le nombre d'autobus sur une voie de transport en commun pour accommoder ces changements-là? Donc, des réactions en temps réel à ces problèmes-là, ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, avec les résultats d'enquête aux 5 ans. Donc, ça, c'est le premier exemple, c'est d'aller chercher ces informations de déplacement en temps réel. À droite, c'est une vue de Dubuque, qui est une petite ville dans le Midwest américain. Et ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait le recalcul de leur ligne d'autobus à zéro. Alors, on a utilisé des informations sur les déplacements des gens et plutôt que de faire ce que les compagnies de transport collectif ont tendance à faire, c'est-à-dire on va changer un petit peu les routes chaque année, on va en rallonger une, on va en combiner deux, on va les diviser en deux, on a refait un calcul à zéro. Et on s'est rendu compte qu'en replanifiant toutes les routes d'autobus, on pouvait augmenter le nombre de citoyens qui étaient à portée d'un autobus d'à peu près 30 %. On pouvait baisser le temps de trajet d'à peu près 20 minutes en moyenne et on pouvait réduire les coûts d'opération de la compagnie de transport collectif d'à peu près 25 %. Donc, il y a vraiment un gain de tous les côtés et ça, c'est en faisant donc l'analyse des déplacements des gens en temps réel et évidemment rétrospectivement. Alors, vous voyez à gauche, c'est une maquette d'un des exemples qu'on a d'une application qu'on a créée pour cette ville-là, justement. Et l'idée, c'était de donner à l'utilisateur, vous avez sûrement utilisé Google Maps pour calculer le trajet en autobus. Je vais aller d'ici à là, quel autobus je dois prendre, à quelle heure. Souvent, c'est les temps planifiés plutôt que les horaires réels. Mais cependant, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on utilise l'information en temps réel sur la carte. Alors, vous êtes debout à l'arrêt d'autobus, vous dites, bon, l'autobus, il est où? On vous le montre sur la carte, il est où l'autobus? On vous dit s'il est plein ou pas plein. On vous montre les 2 ou 3 autobus suivants pour que vous sachiez, bien, le premier autobus est plein.
il est 2 minutes en retard, je vois que l'autobus suivant, lui, est presque vide et il suit 2 minutes plus loin. Donc, je vais attendre le deuxième autobus plutôt que d'essayer de rentrer dans la porte du premier. Alors, ça donne un peu un sentiment de paix à l'utilisateur du transport en commun parce qu'il sait ce qui se passe sur le réseau. Et en même temps, la société de transport en commun a une meilleure idée sur l'utilisation qu'en font ses utilisateurs. Donc, c'est très intéressant pour eux aussi. Singapour, eux, vous avez la carte Opus, je pense, dans la région aussi. Alors, c'est la notion d'avoir une carte qui permet l'utilisation de différents transports collectifs, quels que soient les réseaux. Vous pouvez mettre vos billets de la RTC, de la STM, du réseau de Laval, de Longueuil. Maintenant, il y a l'équivalent à Singapour, mais cette carte-là vous permet aussi de payer pour le stationnement, payer vos taxis, payer vos péages. Et ce que ça donne donc à la ville, c'est une bien meilleure idée non seulement de vos déplacements en métro ou en autobus, mais aussi de tous vos déplacements. Alors, quand vient le temps de réajuster les lignes de transport en commun, quand vient le temps de décider est-ce qu'on rajoute une voie prioritaire ou non, est-ce qu'on doit ajuster les péages, on a beaucoup plus d'informations pour dire oui, voici les ajustements qu'on devrait faire. Alors, imaginez, vous dites on doit augmenter les tarifs de stationnement à tel endroit, les commerçants disent mais non, ça va être trop cher, ça ne va pas être assez cher. Alors, il y a toutes sortes de discussions là-dessus. Bien là, on peut sortir des données en disant ben voici comment vos clients se rendent ici. Voici le nombre qui viennent en taxi. Voici le nombre qui viennent en Bixi. Voici le nombre qui viennent avec tous les modes de transport. Et voici le roulement qu'on voit dans le stationnement. Voici donc le prix optimal pour chacun de ces moyens de transport qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, ça permet de faire l'affaire de tout le monde, finalement. La congestion urbaine à Londres, plusieurs d'entre vous ont sûrement entendu parler du fait qu'il y a une taxe à la congestion à Londres. Si vous voulez rentrer en voiture dans le centre-ville de Londres, vous devez payer une taxe qui est d'à peu près 10 livres, donc je veux dire 15 $ par jour, simplement pour avoir le droit d'avoir votre voiture dans le centre-ville. Si vous rentrez une fois le lundi, que vous restez là 5 jours, vous payez 5 fois cette taxe à la congestion. Alors, l'idée, c'est d'essayer de sortir des voitures du centre-ville le plus possible. Ça a eu un effet certain, absolument, et ça fonctionne avec des caméras. Vous voyez des caméras sur la planche, et les caméras prennent des photos de toutes les plaques au fur et à mesure qu'elles rentrent au centre-ville. Il y a aussi des caméras montées sur quelques voitures qui patrouillent le centre-ville, qui prennent des photos des plaques. Et vous avez dans la journée pour payer vos droits, vous vous acquittez de vos droits ou vous pouvez le faire automatiquement, donc pour être facturé vos droits. Ça a permis de reculer le temps, si on peut dire. Le trafic maintenant était à peu près équivalent à ce qu'il y avait dans les années 80. Donc, on a pu améliorer de 20 à 30 ans, disons, le trafic à Londres, ce qui est très important, surtout en vue des Jeux olympiques de cette année. On voulait améliorer la fluidité de la circulation dans le centre-ville. Ça fait 7 ou 8 ans que ça existe, ce péage-là, et c'est un succès. 180 000 véhicules par jour. Ce que vous savez peut-être pas, mais c'est qu'il y a une beaucoup plus grande zone. Alors, cette zone couvrait le centre-ville, donc Buckingham Palace, de London Eye, les attractions touristiques, Piccadilly Circus, mais la zone beaucoup plus grande, donc pas seulement le centre-ville, mais la ville au complet. Il y a une zone de basse émission de gaz à effet de serre et l'idée, là, c'est d'empêcher les camions polluants de rentrer. Et les droits pour les camions polluants pour rentrer dans cette zone ne sont pas de 10 livres par jour, mais plutôt de 100 à 200 livres par jour. Alors, faites le calcul, c'est très cher. Si vous êtes un camion polluant que vous voulez rentrer à Londres, ça vous coûte très cher. Et ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça permet, donc ça, c'est une mesure moins pour le trafic et plus pour la réduction du smog. Alors, l'infrastructure que ça nécessite, c'est beaucoup de caméras, évidemment, mais c'est l'analyse, le traitement de ces images, la facturation, s'assurer que vous envoyez la bonne facture à la bonne personne, que vous n'en manquez pas. C'est assez complexe, ça nécessite beaucoup de traitement. Et c'est de là qu'une firme informatique comme la mienne s'intéresse à ce problème-là. C'est pour ça que nous voyons ça comme des choses intéressantes.
Stockholm a un système de péage aussi. C'est un péage variable. Donc, si vous rentrez au centre-ville de Stockholm, c'est un peu plus cher quand vous traversez le pont pour rentrer. Il y a plusieurs ponts, d'ailleurs, plusieurs points d'entrée. Ça vous coûte à peu près 3 € à l'heure de pointe, 2 € à heure pointe. Si vous passez dans le milieu de la nuit, ça ne vous coûte rien. Donc, l'idée, là, c'est de baisser l'engorgement des ponts à l'heure de pointe. Vous avez des ponts. Tantôt, il y avait de l'engorgement dessus pour d'autres raisons que le trafic, mais donc ça existe dans plusieurs villes, dont Montréal, qui est ceinturée de ponts. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, ça, c'est la journée avant. Vous voyez la journée avant et la journée après. Le trafic, l'heure de pointe a littéralement disparu du jour au lendemain. Et les journaux qui étaient au départ contre cette taxe à la congestion, tout d'un coup, ont trouvé que c'était une excellente idée. Les commerçants, après 6 mois d'essai, qui se disaient « les gens vont déserter le centre-ville, ça va être trop cher », se sont rendus compte que les chiffres d'affaires augmentaient parce que les gens n'avaient plus peur d'aller magasiner au centre-ville, d'être pris dans un bouchon, parce qu'ils savaient que de toute façon, il n'y en avait plus de bouchons. Alors, si je veux aller magasiner au centre-ville, je vais y aller. Il y a même des projets de centres d'achat en périphérie qui ont été abandonnés parce que les gens retournaient vers le centre-ville pour faire leur magasinage. Donc, ça a eu un impact certainement très important. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'avant le péage, ce que la ville pensait faire, c'était de construire une nouvelle autoroute qui devait ceinturer la ville. Et se sont rendus compte qu'une nouvelle autoroute était plus chère à construire, à entretenir, et que finalement, le péage qui s'autofinance et aide à financer le transport en commun ou les infrastructures routières était beaucoup plus avantageux. Et ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du changement des déplacements. Vous voyez que d'une année à l'autre, le nombre de déplacements, vous voyez l'année avant et l'année pendant le projet pilote de ce projet de péage, vous voyez que ça a baissé de 20 % les déplacements. Vous voyez une ligne grise où le projet pilote a arrêté. Alors, on a arrêté de charger le 2-3 € parce qu'on voulait demander aux citoyens, est-ce que vous voulez garder le péage? Il y a eu un référendum sur le péage. Alors, on a arrêté le péage et vous voyez tranquillement que le trafic est revenu et les gens se sont dit, ben coudonc, le péage, ça a fonctionné. L'heure de pointe a disparu pendant le projet pilote, on enlève le péage, le trafic revient. Alors, quand la Ville a posé son référendum, a dit, est-ce que vous voulez garder le péage ou retourner à la gratuité? La majorité des gens ont décidé de garder le péage plutôt qu'y aller avec des ponts gratuits. Vous voyez les changements de comportement aux heures de pointe. On voit tout de suite une baisse, encore une fois, d'à peu près 20 % des transports. Et ça, c'est assez de baisse de passage pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'heure de pointe. Hein. Il suffit de 20 %. Et vous voyez le taux d'acceptation. Avant le projet pilote, les 3/4 des gens étaient contre le péage et après le projet pilote, et maintenant d'ailleurs, il y a plus du 2/3 des gens qui sont pour le péage. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à noter sur les péages. Évidemment, c'est pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez être très chanceux. Il peut y avoir un oiseau qui passe juste devant votre plaque au moment où il y a une photo qui va la prendre. Alors, évidemment, là, vous allez être chanceux, vous n'allez pas payer votre 2 ou 3 €, mais je ne compterai pas trop là-dessus. Et l'étudiant en génie à qui je parlais tantôt, lui a décidé il a trouvé une solution, là, c'est de cacher la plaque. Je ne sais pas, il n'a pas fini sa formation, évidemment, lui, il n'a pas trouvé. Il y a quelqu'un, par exemple, qui avait créé un système avec des poulies, des manivelles qui lui permettaient de remonter sa plaque en passant devant les caméras et la rebaisser après. Seulement un jour de verglas, son système n'a pas bien fonctionné et la Ville a pu le retrouver et lui coller des amendes pour toutes les fois qu'il n'avait pas payé. Donc, le crime ne paie pas. Il y a aussi la question des transpondeurs. Alors, dans les cas de Stockholm et de Londres, on utilise simplement la lecture de plaque. Il n'y a pas de transpondeur, il n'y a pas de micro-ondes, c'est vraiment simplement des caméras sur la lecture de plaque. Là, il y a beaucoup d'endroits qui choisissent tout de même d'utiliser des transpondeurs. Il y a 2 nouveaux péages à Montréal qui vont les utiliser. Maintenant, le risque qu'on court avec ces systèmes-là, c'est ce que vous voyez sur la photo-là, c'est que
Si ces systèmes-là ne sont pas compatibles, on se retrouve avec plusieurs transpondeurs, ce qui sera probablement le cas à Montréal. Et donc, il y a un problème là. Est-ce qu'on veut vraiment se retrouver avec un pare-brise qui ressemble à ça? En Europe, eux reconnaissent qu'il y a ce problème. Alors, différents pays vont collaborer pour avoir un système de roaming ou d'itinérance, comme on a dans les téléphones cellulaires. Si j'arrive avec mon transpondeur suédois en Allemagne, eh bien, il y a simplement l'Allemagne qui va facturer la compagnie suédoise pour que moi, je reçoive la facture, au lieu d'avoir plusieurs transpondeurs. Donc, on pense déjà aux résolutions à ces problèmes-là. Il faudrait éventuellement voir à ne pas les recréer ici quand on passe au péage à micro-ondes. Il y a une autre génération de péage, par contre, qui est le péage par localisation GPS. Et ça, il y a eu un projet pilote qui s'est fait en Hollande. Alors, l'idée, c'est que vous avez une unité GPS dans votre voiture qui communique la position et vous êtes facturé à l'utilisation de la route. Pas seulement pour le centre-ville, pas seulement sur les ponts, mais vraiment pour chaque rue. Et il y a un différentiel. Donc, vous utilisez une autoroute à l'heure de pointe, ça vous coûte plus cher que d'utiliser l'autoroute hors pointe. Vous utilisez une rue résidentielle devant une école, ça vous coûte plus cher que d'utiliser le réseau artériel. Donc, on veut amener les gens à changer leur comportement, d'utiliser le réseau routier plutôt à des heures hors pointe et d'utiliser le réseau artériel ou le réseau supérieur, donc les autoroutes, plutôt que d'utiliser les voies résidentielles pour couper, essayer d'aller plus vite, ce qui est d'habitude un risque de sécurité un peu plus grand. Alors donc, on a fait ce projet pilote-là à Eindhoven, en Hollande. On a réussi à changer les comportements de 70% des conducteurs. Donc, les amener à conduire hors pointe, les amener à utiliser le réseau artériel, parce qu'ils voyaient tout de suite, il y a une rétroaction. Vous allez sur une rue résidentielle, vous voyez tout de suite le compteur qui augmente plus rapidement que si vous restez sur le réseau artériel. Alors, vous allez prendre votre mal en patience, vous dire, oui, je pourrais prendre un raccourci, ça va me coûter plus cher, je vais rester ici, je vais patienter. Et puis demain, je n'irai pas à l'heure de pointe. Donc, c'est ce genre de comportement qu'on a changé. Ce projet-là a duré à peu près 6 mois, était tout de même assez concluant. Et ce qu'on fait maintenant, c'est que ces systèmes-là sont en déploiement dans des camions, par exemple en France et en Allemagne, où on commence à facturer l'utilisation de la route directement au camion. Éventuellement, on va vouloir faire ça pour toutes les voitures parce qu'au fur et à mesure que les voitures deviennent plus éco-énergétiques, qu'elles deviennent plus électriques, les revenus de la taxe sur l'essence vont baisser. Alors, on va financer nos infrastructures comment? La taxe sur l'essence va avoir une durée de vie plus restreinte. Alors, il va falloir penser à changer la fiscalité des transports et ça, c'est un moyen de le faire. La gestion de l'eau, maintenant, ça, c'était les transports, la gestion de l'eau. Ce que vous voyez ici, c'est une bouée intelligente qui est placée dans la baie de Galway, en dehors de l'Irlande, donc une baie dans l'Irlande. Et c'est une collaboration entre l'Institut, le Marine Institute, qui est aussi un collaboratif d'université, IBM, d'autres partenaires, les ports, les plages, les pêcheurs qui veulent chercher des informations sur ce qui se passe dans la baie. Alors, il y a toutes sortes de senseurs dans cette bouée-là qui vont chercher des informations sur la toxicité, certaines particules toxiques. S'il y a un déversement toxique dans la baie de Galway, les bouées peuvent le retracer et avec les informations sur les vents, les marées, la température de l'eau, les courants, on peut retracer les sources des déversements toxiques et éventuellement les régler. On peut aussi voir la santé du phytoplancton et essayer de comprendre ce qui se passe sur les populations pour les pêcheurs. Alors, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut tirer de ça qui est partagée donc par les universitaires, par les pêcheurs et c'est une collaboration très intéressante à ce niveau-là. La rivière Hudson, qui est la rivière qui mène à peu près des Catskills et qui descend jusqu'à New York, est une rivière qui était très industrialisée. D'ailleurs, il y avait une usine d'assemblage de voitures sur la rive de la Hudson il y a très longtemps. Et les riverains disaient qu'on savait quelle était la couleur des voitures qui étaient faites cette journée-là simplement en regardant la rivière.
Alors, c'est pour vous donner une idée, c'était pas l'endroit pour une baignade de plaisir. Et il y a toujours des résidus toxiques dans cette rivière. Et il y a tout un débat qui se fait sur devrait-on draguer le fond de la rivière pour éliminer les produits toxiques ou est-ce qu'on devrait les laisser là? Parce que de draguer le fond risquerait de créer plus de problèmes que ça n'en règle. Et on n'a pas la réponse à ça. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'instrumenter la rivière. Alors, vous voyez des exemples. Par exemple, il y a un petit sous-marin là, solaire qui va chercher des informations sur les produits toxiques, les courants, toutes sortes d'informations sur la rivière et on crée un modèle informatique de la rivière qui va nous indiquer quel est son comportement dépendant de la météo, de la saison et on pourra ensuite déterminer quelle est la bonne façon d'adresser les problèmes de toxicité de la sédimentation dans la rivière. Ça va nous donner des réponses dont on a besoin finalement pour régler le problème. Il y a aussi la question donc des réseaux d'eau, mais en milieu urbain spécifiquement. Et puis, je fais cette distinction-là, bien que les réseaux d'aqueducs urbains dépendent des écosystèmes. Alors, c'est certain qu'il y a une interrelation là qui est importante à comprendre. Mais il faut aussi comprendre ce qui se passe dans les tuyaux sous terre. Souvent, on ne sait pas où sont les fuites. Il y a des parties du réseau d'aqueducs à Montréal, par exemple, qui datent de plus de 100 ans. Il y a encore des conduites en bois, en briques. Et évidemment, il n'y a pas de censeur. Il n'y avait pas de censeur dans ce temps-là. Donc, comment essayer de comprendre où sont les fuites? Mais on fait de la modélisation mathématique. On met quelques valves de pression et en utilisant l'information, on crée des modèles mathématiques qui nous permettent de déduire où sont les fuites probables et quelle est la probabilité ou la grandeur de ces fuites-là. Et on fait ça à plusieurs endroits, dans plusieurs villes. C'est de la modélisation mathématique quand même de pointe, ce qui permet de sauver sur la maintenance de ces infrastructures-là et de décider où sont les interventions les plus importantes. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais démolir telle artère plutôt que telle artère pour prévenir des problèmes? Où sont les grands problèmes qui vont survenir dans quelques années? Alors, c'est très important pour les villes de savoir comment prioriser ces investissements-là. Et c'est souvent fait, je ne dirais pas à l'aveuglette, mais c'est simplement basé sur l'âge de la conduite, alors qu'il y a toutes sortes d'autres variables qui rentrent en compte. Est-ce qu'il y a beaucoup de camions qui ont circulé là? Quel est l'état de la chaussée? Est-ce qu'elle était mise à jour régulièrement ou est-ce qu'elle a dégradé très souvent, ce qui a pu créer des problèmes de conduite? Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une idée exacte de l'état du réseau de l'eau, ce que nous n'avons souvent pas malheureusement. Il y a aussi la question de l'entretien de ce réseau d'aqueducs-là. Vous avez sûrement vu des fois des équipes qui travaillaient sur le réseau d'aqueducs, puis vous dites, mais pourquoi il y en a la moitié qui font rien? Bien, c'est parce que chacun a son rôle. Alors, il y en a qui s'occupent de la pépine pour creuser le trou. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de la réfection des conduites. Ensuite, les gars de la pépine doivent revenir pour essayer de reboucher le trou. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de l'asphaltage. Donc, il y a plusieurs rôles dans l'équipe. Et ce qui arrive, c'est que vous avez une équipe au complet, en général, qui a tendance à arriver. Chacun s'occupe de son morceau à tour de rôle. Donc, il y a toujours quelqu'un qui fait pas grand-chose pendant que les autres travaillent. Et ensuite, on va au prochain problème. Ça engendre des problèmes de perception, évidemment, parce que vous dites, bon, il y a la moitié des gens qui ne font rien. C'est une sous-utilisation des effectifs. Mais il y a d'autres problèmes. C'est qu'on n'a plus le temps de régler les petits problèmes. Alors, il y a eu un cas à Washington où il y a une dame qui a trébuché sur une conduite d'égout qui était endommagée, mal replacée. Et elle a poursuivi la ville. Elle a gagné beaucoup d'argent. Et elle a gagné en partie parce qu'elle a su démontrer que la ville savait qu'il y avait un problème à cette bouche d'égout, qu'ils ne l'ont pas réglé parce que c'était un problème qui n'était pas particulièrement important. Eux étaient occupés à régler des gros problèmes. Mais il y avait des équipes de la ville qui avaient été à régler des gros problèmes juste à côté, pas loin de là. Eux n'étaient pas au courant de la bouche d'égout qui était mal replacée. Sinon, ils l'auraient fait. Mais ils n'avaient aucune idée. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on optimise le travail des équipes. Alors, l'équipe de la pépine, elle, fait son tour. Elle n'a pas besoin d'attendre le reste de l'équipe qui doit réparer la conduite. L'équipe qui s'occupe de la réparation de conduite fait son travail, puis en même temps est alertée au fait qu'il y a un petit problème à régler juste à côté. Peux-tu prendre 5 minutes à aller replacer la bouche d'égout comme il faut, s'il te plaît? Et ça permet donc une meilleure utilisation des effectifs. Et la ville de Washington, donc, a réussi
a réussi toutes sortes de choses, là, donc réduction des coûts, augmentation de l'efficacité des effectifs, et les travailleurs sont contents du système parce que ça leur permet de passer moins de temps à rien faire. Modélisation et planification, donc je vais pousser un peu plus loin là-dedans. Ça, c'est un modèle de la ville de Beijing qu'on utilise en temps réel. Vous avez vu souvent des panneaux au-dessus des autoroutes qui vous disent vous êtes dans un bouchon. Il y a un panneau qui vous dit vous êtes dans un bouchon. Vous allez être dans le bouchon jusqu'à telle sortie. Évidemment, ça ne vous aide pas beaucoup parce que vous êtes déjà dans le bouchon. Puis si vous voulez sortir à la prochaine sortie, bien, je vous avise que vous ne serez pas le seul à le faire. Donc, le bouchon se déplace avec vous. Alors, ce n'est pas très utile. Alors, ce que nous faisons, donc, c'est qu'on utilise l'information en temps réel sur le trafic. Dès qu'il y a un problème, un accident, une collision, ou qu'on détecte une anomalie, on refait le calcul pour prévoir où seront les bouchons dans 15, 30, 45, 60 minutes, pour qu'avant votre départ, vous sachiez où sera le bouchon. Je vais vous donner un exemple pratique. Moi, hier, je venais ici. Je suis passé par l'autoroute métropolitaine. Vous êtes peut-être au courant, il y a eu une obstruction sur l'autoroute métropolitaine hier. C'est à peu près l'heure à laquelle je devais passer à cet endroit-là. Avant de partir chez moi, j'ai regardé, il n'y avait pas de problème de trafic. Quand je suis arrivé là, il y avait déjà un gros problème. Ça, c'était en 4 minutes. C'est certain que le problème existait déjà. Donc, l'information en temps réel n'est pas nécessairement bonne et elle n'est certainement pas assez bonne. Il faut être capable de projeter en avant 5, 15, 20 minutes au moins pour dire aux gens, bien, passez pas par ici, il n'y a pas de bouchon maintenant, mais il va en avoir un, ce ne sera pas long. Donc, c'est la façon, on dit real time, c'est pas assez bon. Il faut vraiment penser en avant, en amont des problèmes. Et ça, on le fait aussi à New York, et ça, c'est pour les inondations. Alors, vous savez peut-être que le plus grand coût que font face les compagnies d'assurance, c'est vraiment les inondations des sous-sols. Okay? Ce n'est pas les vols de voitures, ce n'est pas les vols par effraction dans les maisons, c'est les inondations, c'est leur plus grand coût, et ça, ils n'ont pas vu ça venir. C'est un effet des changements climatiques, entre parenthèses. Mais ça... Il y a des choses qu'on peut faire. Alors, à New York, on a une bonne cartographie de la ville, de l'aqueduc des villes, et on fait une analyse au kilomètre carré en avance des grandes tempêtes tropicales, par exemple, ou des ouragans qui peuvent passer par New York. Donc, il y a eu Irène l'été dernier. On a fait ce genre d'analyse. Et on prévoit au kilomètre carré les précipitations, les vents, et on projette quels sont les facteurs d'absorption, par exemple, de Central Park, qui est quand même assez important. Et on essaie de calculer quelle est la probabilité d'avoir des inondations à quel endroit. Et finalement, on flush le système d'eau de pluie, de ruissellement d'eau de pluie en avant de la tempête pour permettre une plus grande absorption, pour essayer de minimiser le nombre d'inondations dans les sous-sols. Alors, en faisant donc cette analyse plus poussée, on n'a pas des données plus précises que d'autres sur les prévisions météo, mais on fait beaucoup plus d'analyses avec nos superordinateurs pour arriver à une résolution au kilomètre carré, ce qui nous permet donc de recommander à la ville d'agir en avance et de régler des problèmes avant qu'ils n'arrivent. WalkScore, alors ça, c'est un projet, une petite ville à Peterborough, en Angleterre, de moins de 300 000 habitants. Et ce qu'on a fait là, on a fait une cartographie de la marchabilité des quartiers. Alors, si vous ne connaissez pas WalkScore, vous pourrez essayer. Il y a un site walkscore.com, je pense, qui vous permet de calculer l'index de marchabilité d'un quartier. Alors, de telle adresse, est-ce que vous pouvez marcher pour aller à la pharmacie, aller à l'épicerie, au cinéma, à l'école, même l'utilisation des transports en commun est prise en compte. Et ça vous donne donc une idée si tel ou tel quartier est marchable. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la ville, elle, regardait les problèmes de transport. Alors, eux disaient, à tel endroit, telle intersection, il y a beaucoup de trafic, il faut changer le timing des feux de circulation, il faut rajouter des voies pour tourner à gauche, tourner à droite. Il faut essayer de changer le flux de voitures, diriger les voitures vers d'autres intersections, interdire les camions, etc. Mais finalement, le problème n'était pas un problème de transport, c'est un problème de marchabilité. Et quand les urbanistes et les spécialistes en transport se sont mis ensemble et ont commencé à regarder leurs données ensemble, ce qui ne se faisait pas, encore une fois, ce n'est pas une très, très grande ville. Alors, vous imaginez, pour les grandes villes, ces croisements se font très rarement. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient régler des problèmes de transport, non pas en rajoutant des voies, mais plutôt en mettant une épicerie sur le coin.
en changeant le zonage pour permettre une épicerie. Les gens peuvent marcher pour aller à l'épicerie, moins besoin de voitures à l'intersection, et donc ce qui permet de régler des problèmes. Donc, c'est ce genre d'analyse-là, mais évidemment, on a besoin de données pour faire ça, qui permet de résoudre certains problèmes et de rendre cette ville-là donc plus vivable. Donc, on passe au tableau de bord et l'idée, c'est d'essayer de ramasser toutes ces données-là et de faire le croisement, de permettre à tous les départements d'agir de façon concertée. Vous êtes au courant sûrement qu'il y a eu des attaques sur les trains à Madrid en 2004 et les services d'urgence se sont rendus compte à ce moment-là que les ambulanciers ne pouvaient pas parler aux policiers, ne pouvaient pas parler aux pompiers, ne pouvaient pas parler aux services de sécurité du réseau de chemin de fer parce qu'ils utilisaient des radios différentes, donc sur des fréquences différentes. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, ben ça, c'est un problème à régler. Appel d'offres, on va changer les radios sur la même fréquence, etc. Mais on peut pousser l'analyse plus loin en disant, mais ce n'est pas seulement les gens qui se parlent, il y a des systèmes, on devrait savoir ce qui se passe, où sont les voitures de police, parce qu'on a un système pour le repérage des voitures de police, des camions de pompiers, quel genre d'urgence sont-ils en train de régler, et de croiser tous ces systèmes-là. Rio, donc, eux vont avoir des événements de grande envergure. Cette année, il y a le sommet de Rio. Il va y avoir le mondial, il va y avoir les Olympiques. C'est beaucoup de monde dans une ville qui est, je dirais quand même, encore en développement, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a des coins, quand il y a des averses torrentielles, il peut y avoir des glissements de terrain importants. Donc, comment coordonner tous les services d'urgence d'une ville pour pouvoir régler ces problèmes-là à l'avance? Alors, eux ont créé un centre avec des tableaux de contrôle, toutes les caméras de la ville, donc, sont là, mais aussi tous les systèmes sont intégrés et ils font des simulations régulièrement. Alors, il y a quelques semaines, justement, le maire reçoit un appel à 4 heures du matin. On lui dit, il y a une inondation. Alors, lui doit aller au centre de contrôle puis superviser ce qui se passe, mais on voit que les services là, peuvent travailler ensemble très bien. C'était une simulation, mais ils font des exercices de genre assez régulièrement en prévision de ces grands événements-là. Vous voyez ici un exemple d'un tableau de bord. Alors, celui-là a été créé pour une ville en Europe, pour Rome en particulier. Et la simulation était celle-ci. Alors, il y a un grand rassemblement sur la place Saint-Pierre, qui n'est pas, c'est pas une manifestation agressive ou rien, c'est simplement un rassemblement paisible. Mais cependant, on voit sur la carte que les autobus ne peuvent pas se rendre. Donc, il y a un blocage au niveau du système de transport en commun. Il y a une bouche de métro qui est fermée pour réfection. Et il y a une tempête qui s'en vient, une tempête de pluie qui s'en vient. Donc, il va y avoir un problème. Parce que quand la pluie arrive, les gens vont vouloir partir. Il n'y aura pas d'autobus, il n'y aura pas de métro. Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir partir? Et quand j'ai présenté cette planche à la Ville de Montréal, ils m'ont dit spontanément, bien, on a eu ce problème-là au concert de U2 l'an dernier. On avait réglé tout pour que les gens partent à peu près à telle heure. La pluie est venue plus tôt, ça a complètement changé tous les plans et on a dû se rajuster en temps réel. Donc, il y a une grande partie de la planification qui avait été faite, qui a dû être changée en temps réel et ça n'avait pas été fait, disons, à l'avance. Alors, ça, c'est le tableau de bord du maire. Dépendant si vous êtes responsable des transports ou d'un autre domaine, bien, vous avez des informations un peu plus pointues qui vous permettent de comprendre quels sont les problèmes plus spécifiques à votre domaine. Et c'est ce que les villes plus avancées commencent à faire maintenant. Et dans tout ça, le citoyen branché devient une composante très importante. Vous avez peut-être entendu parler de l'application Nidpool qui est sortie à Montréal récemment. Il y en a une qui date d'il y a plus d'un an à Boston et l'idée là-bas était très simple et je pense que c'est ce dont Taxi s'est inspiré, enfin j'imagine. Et c'est la notion que votre téléphone intelligent a un gyroscope à l'intérieur, donc on peut sentir les chocs. Si vous roulez une application qui sent les chocs et un GPS aussi, vous pouvez envoyer une donnée à la ville. Alors, vous roulez en voiture, votre téléphone sent un petit choc, dit « Ah, il y a un nid de poule ici, à tel endroit, telle coordonnée GPS, j'envoie l'information à la ville. » Bon, si la ville reçoit un choc, se dit « c'est peut-être autre chose qu'un nid de poule. C'est peut-être une voiture un peu déglinguée, c'est peut-être un débris sur la route, c'est peut-être autre chose. » Mais quand on voit 50 personnes qui ont le même choc au même endroit en dedans d'une heure, bien là, on sait qu'il y a un nid de poule important, il faut aller le régler. Et la ville peut avoir une cartographie donc des nids de poule qui lui permet d'agir.
Maintenant, il y a d'autres villes qui vont un peu plus loin, qui même donnent une application aux citoyens qui leur dit simplement « Signalez-nous un problème ». Alors, dans le cas que vous voyez sur la planche, ça peut être un problème, ça peut être une panne. N'importe quel genre de panne, électrique, eau, transport en commun, il peut y avoir trafic. Ou envoyez-nous une photo dans certains cas. Envoyez-nous une photo et dites-nous il y a un problème. Et avec les coordonnées GPS qui sont intégrées dans la photo, bien, on va savoir s'il y a beaucoup de problèmes à cet endroit-là. Alors, ça peut être, par exemple, des sacs de poubelle éventrés. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des escaliers barrés. Ça peut être une rampe pour personnes à mobilité réduite qui n'est pas accessible. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut envoyer. Alors, la Ville, en encourageant ce genre de participation citoyenne, doit évidemment pouvoir traiter cette information. Parce que là, vous avez 11, 15, 20 millions de requêtes en une journée de gens qui vous disent « J'ai vu un problème, je veux que vous le régliez ». Et ça, c'est pas peu ce problème, mais c'est un problème pour nous de traitement d'information. Donc, où sont ces problèmes? Est-ce qu'on peut analyser l'image pour essayer de comprendre? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent? Est-ce qu'on peut faire des croisements? Est-ce qu'on voit qu'il y a un joker qui s'amuse à envoyer des photos de sa blonde en disant c'est un problème? Alors, il y a toutes sortes de façons d'essayer de contourner le système et il faut faire face à ces choses-là. Il faut que le système puisse donc régler ces problèmes-là. Alors, ça, c'est donc les applications, l'implication citoyenne. Alors, vous voyez donc, une ville intelligente, c'est un peu chacun de ces exemples-là. Il y a un peu de convivialité, de quartier, de proximité, de marchabilité. On a besoin de traitement de l'information pour faire ça. On a besoin de centres de contrôle pour nous permettre de générer des synergies entre les différents départements. Et on a aussi besoin du citoyen branché pour rentrer de l'information dans ce système-là, pour permettre à la Ville donc de réagir à cette information-là. Maintenant, pour les taxis automatisés sur monorail, bien ça va se passer à Québec avant de se passer à Montréal. J'en suis à peu près certain. Mais de toute façon, ce n'est pas pour demain. Alors voilà, c'était les villes intelligentes. Si le sujet vous intéresse, je vous invite donc, il va y avoir un colloque d'une journée qui est organisé par l'ITIS 25 avril 2012 au pavillon La Laurentienne. Et il y aura toute une journée dédiée à ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. S'il y a des questions, je ne sais pas. Est-ce que si des gens ont des questions? Non, vous voyez ça pour la semaine prochaine, Québec intelligent? Oui? J'aimerais savoir, nos systèmes intelligents, IBM, ils sont installés dans combien de villes dans le monde? Alors, la question, c'était les systèmes intelligents sont installés dans combien de villes? Nous, on dénote pas loin de 1000 villes qui ont des systèmes. Maintenant, ça va à différentes échelles. Il y en a où c'est l'eau et le trafic et la consommation énergétique et tout ça qui est intégré, même dans des petites villes comme Dubuque, là, qui est à peu près 100-200 000 personnes. Il y en a d'autres de plus grandes villes qui font des choses à moindre échelle. Donc, ils vont commencer avec l'eau. La question, souvent, c'est la question de la ville intelligente ou les obstacles à la ville intelligente ne sont pas nécessairement technologiques parce que les technologies sont assez bien comprises. Le problème est au niveau de l'acceptabilité sociale, l'intégration sociale. On le voit maintenant avec les compteurs intelligents à Hydro-Québec, il y a des obstacles. Donc, comment est-ce qu'on peut, et si je vous disais demain qu'un politicien allait dire on va mettre des péages sur tous les ponts au Québec, que pensez-vous serait la réaction? Elle serait sûrement pas oui, j'adore, j'ai très hâte. Alors, il y a un certain effort de gestion du changement qui doit être fait et c'est souvent là que les gens n'ont pas nécessairement la patience de dire oui. Alors, on se concentre sur les problèmes de technologie sans penser à comment est-ce que je vais habituer aux gens, comment est-ce que je vais vendre le projet, qu'est-ce qui est important, pourquoi est-ce que je le fais dans le fond, ce projet-là, quel va être l'impact. Et Stockholm l'a bien fait. Ils ont réussi à changer la vie des gens qui étaient négatifs au positif. Mais c'est là le plus grand obstacle et c'est pour ça probablement que les grandes villes ont tendance à commencer avec des plus petits morceaux et à grandir. C'est pour aider à avaler la pilule finalement, qui finalement elle est sucrée, la pilule, ça passe bien. Il faut commencer. Oui? Ça traduit sans doute ma génération, mais le fait qu'on emploie de la géolocalisation me laisse un peu mal à l'aise.
Alors, Je suis venu aussi aujourd'hui, mais j'aimerais pas que le maire sache que je suis venu ici, ça ne regarde pas. Oui, oui. Alors, la question était sur la vie privée. Finalement, porte sur la vie privée. Je pense que c'est un aspect très important. D'ailleurs, souvent dans la gestion du changement, c'est le volet qui doit être attaqué de front. Dans le pilote d'Eindhoven, où on doit savoir quelle voiture a utilisé quelle route à quel moment, c'est justement là que c'est très important de pouvoir rassurer la personne pour lui dire, votre conjoint ne saura pas que vous étiez dans ce quartier-là à telle heure parce que vous lui avez dit que vous étiez au bureau. Alors, il doit y avoir un moyen de pouvoir régler ça. Et dans le cas d'Eindhoven, ils ont trouvé des systèmes qui leur permettaient de faire ça, donc de protéger la vie privée des gens. Il y a aussi un échange qui doit se faire. Il faut que les gens sentent que si je donne accès à certains volets de ma vie, il faut que j'ai quelque chose en retour. Si l'échange va toujours dans un sens, donc je vous donne accès à ma vie privée, mais je n'ai rien en retour, là, ça ne marche pas. Il y a un blocage. Alors, il faut que ce soit une transaction qui soit ouverte et transparente. Il faut que tout le monde rentre là-dedans avec, en pleine connaissance de cause. Il faut qu'ils soient d'accord avec la transaction. Si vous leur dites, demain, en passant, j'ai envoyé votre dossier médical. Il est dans les systèmes de la province. N'importe quel docteur peut y aller. Si vous voulez en sortir, voici le formulaire. Il faut que vous vous rendiez à pied à Alma pour faire le changement. Là, c'est sûr que vous n'encouragez pas l'acceptabilité sociale du problème. Alors, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Et c'est un des problèmes. Vous savez, j'ai fait cette présentation-là à Lyon. En France, et c'était la première question qu'ils m'ont donnée. Le problème, dans le fond, c'est qu'il y a des problèmes à régler et c'est sûr qu'il va y avoir de la gestion du changement à faire. La question, c'est de savoir quel problème attaquer, à quelle vitesse et comment, et est-ce que les problèmes sont assez importants pour être réglés. Dans notre cas, à regarder l'état de notre infrastructure en général, je pense qu'on a du travail à faire. Merci beaucoup, Jean-François. Je pense que Merci. On a eu une conférence qui est très stimulante. On a eu une conférence qui est très motivante aussi. Beaucoup de défis, beaucoup d'opportunités. Et comme vous le savez, le thème de notre 75e anniversaire de la faculté, c'est 75 ans d'équation humaine. Et je pense qu'avec nos professeurs, nos étudiants, il y a beaucoup de personnes qui vont être prêtes à relever ces défis et à rencontrer ces opportunités. Alors, merci beaucoup. Merci également à Roche, qui est notre partenaire pour ces grandes conférences et qui rend, dans le fond, la tenue de ces conférences possible. Merci également à Radio-Canada, au Journal Le Soleil, qui nous aide à publiciser ces grandes conférences.